Quels sont les arguments avancés par ceux qui jugent le 11 septembre comme une attaque auto-infligée? Pourquoi remettons en question les soi-disant enregistrements audio des passagers? La zone où se dressaient les tours jumelles était-elle marquée par la tragédie bien avant ce terrible jour? Que sait-on de la polémique arrestation et de l'assassinat ultérieur d'Oussama Ben Laden? Qui a bénéficié de toute cette sombre affaire? La quête de justice était-elle seulement un prétexte pour contrôler des zones à accès exclusif au pétrole? Pour répondre à ces questions, plongeons dans ce reportage spécial sur les tours jumelles. L'idée de ce rapport est de présenter la version officielle et de la confronter avec les preuves apparues ces dernières années. Présenter toutes les preuves afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. C'est un sujet avec de nombreuses théories et divers aspects. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour construire ce récit, mais vous en avez sûrement d'autres. Et je vous invite à les écrire ci-dessous, à partager votre point de vue et à dire ce que vous en pensez. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite aussi à écrire le mot « conspiration » ci-dessous dans les commentaires. Si plus de 500 personnes écrivent « conspiration », nous ferons une deuxième partie ou une autre vidéo similaire que vous suggérerez. Rappel, des vidéos exclusives sont réservées aux membres de la chaîne. Pour rejoindre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton qui dit « Rejoindre » juste en dessous et vous aurez accès à toutes ces vidéos. Commençons. Après le 11 septembre, des milliers d'internautes, journalistes indépendants et universitaires sceptiques ont échangé des informations, comparé des documents et recueilli des témoignages contredisant le récit officiel nord-américain. C'est ainsi qu'est né le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre, une communauté diverse remettant en cause les rapports officiels et proposant d'autres théories. Le documentaire Loose Change de Dylan Avery comptait parmi les plus influents. Ce travail, souvent contesté, a été diffusé artisanalement et largement partagé sur Google Vidéo puis YouTube, devenant un phénomène culturel. On y avançait des hypothèses sur la présence d'explosifs dans les tours, l'impossibilité qu'un avion ait percuté le Pentagone et la supposée complicité des agences de renseignement. Pour de nombreux jeunes de l'époque, c'était leur première confrontation à une réalité où le pouvoir cherchait à manipuler les masses. En s'appuyant sur une horrible tragédie, mais ne nous avançons pas. Beaucoup pensent qu'un sombre présage pesait déjà sur les tours jumelles bien avant qu'elles ne soient construites. Oui, tu as bien entendu. Revenons en 1905, l'année de la naissance de Lawrence Wynn, un homme dont le destin, de manière indirecte, allait s'entrelacer avec l'origine de ces deux emblèmes de l'esprit nord-américain. Avocat millionnaire, philanthrope et passionné par sa ville natale, New York, Wynn était également propriétaire de l'Empire State Building, un géant dont la suprématie allait bientôt être menacée. Dès les premières esquisses du World Trade Center, le projet a rencontré des problèmes à l'emplacement prévu des tours. En septembre 1962, lorsque Minoru Yamasaki a été désigné comme l'architecte chargé de donner forme à l'ambitieux projet, des voix se sont élevées contre lui. Plusieurs organisations commerciales ont porté l'affaire jusqu'à la Cour suprême, affirmant que ces énormes structures, par leur échelle colossale, pourraient ruiner les petites et moyennes entreprises de la ville. Parmi les opposants se trouvait Wynn lui-même, inquiet non seulement de l'impact économique, mais aussi du coût symbolique que les travaux de construction ont débuté en 1966, alors que l'opinion publique oscillait entre la fascination et la crainte. La même année, un critique d'architecture a publié un article marquant, avertissant le World Trade Center. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère pour les gratte-ciel ou les plus grandes tombes du monde. Wynn, déterminé à mettre en évidence les dangers, a financé un avertissement occupant presque une page entière dans le New York Times, alertant sur les risques que représenterait pour le trafic aérien la présence de deux tours d'une telle hauteur. Son argument s'appuyait sur un précédent tragique, un accident survenu en 1945 lorsqu'un bombardier américain, aveuglé par le brouillard, s'est écrasé contre l'Empire State, tuant 11 personnes. À l'intérieur du bâtiment et pour tout l'équipage de l'avion, l'annonce de Wynn incluait une image troublante et prémonitoire. Un avion s'approchant des nouvelles tours, anticipant la possibilité d'une catastrophe imminente.
Malgré les avertissements, le World Trade Center a été inauguré le 4 avril 1973, devenant ainsi le plus haut bâtiment du monde. Dépasse l'Empire State Building d'à peine 1,22 mètres, et en laissant clairement entendre que l'histoire des rivalités aveugles s'arrêtait là. L'entreprise d'ingénierie structurelle qui supervisait le projet a défendu la sécurité du complexe, assurant que des dizaines d'études prouvaient qu'un impact aérien ne causerait que des dégâts minimes et localisés, capables d'être contenus. Au fil des années, les tours sont devenues une icône de New York et une carte postale incontournable. Mais la sécurité n'a jamais été absolue et le mauvais présage a semblé l'accompagner en permanence. Les incendies enregistrés ont conduit à installer des gicleurs à tous les étages. Et les menaces de bombes, comme celle de 1977 menée par un groupe indépendantiste portoricain qui a provoqué une évacuation dramatique. Est-ce que la peur restait latente ? En mars 1979, la compagnie aérienne pakistanaise Pakistan International Airlines a publié dans les journaux et magazines américains une annonce de ses vols vers New York, soulignant qu'ils pouvaient les effectuer en seulement 17 heures de voyage. Ce qui était étrange, c'est que l'annonce montrait l'ombre d'un énorme avion de passagers sur les tours jumelles. En connaissant l'avenir, voir cette image donne des frissons dans le dos. 2 ans plus tard, en 1981, un Boeing 707 d'Aerolíneas a failli percuter l'énorme antenne de la tour nord. Et en 1993, l'attentat dans le parking de la tour, a clairement montré que les tours n'étaient plus invulnérables. Finalement, en 1999, l'opération appelée Opération Avion a commencé, marquant le prélude à la tragédie définitive. Le pire scénario que Lawrence Wynn avait imaginé des décennies plus tôt se matérialisait enfin. La fatalité qui semblait toujours rôder dans l'ombre de ces géants d'acier et de verre était sur le point de s'abattre inexorablement sur eux. La matinée du 11 septembre 2001 a commencé comme n'importe quelle autre. À New York, le ciel était d'un bleu presque irréel et la ville bourdonnait à son rythme habituel. Des milliers de personnes prenaient le métro vers Manhattan. Les voitures encombraient les ponts et les tunnels, et les rues du quartier financier étaient déjà pleines de travailleurs qui entrèrent dans leurs bureaux. C'était un jour comme les autres dans la capitale économique du monde, jusqu'à ce qu'à 8h46 du matin, la routine soit brisée. En un instant, un Boeing 767 d'American Airlines, le vol 11, s'est écrasé contre la tour nord du World Trade Center, entre les étages 93 et 99. Au début, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'un accident d'avion. Les chaînes de télévision ont commencé à diffuser en direct des images de l'une des tours fumantes, tandis que les pompiers et la police se rendirent sur place. L'ampleur du trou dans la façade de l'immeuble. La fumée noire qui s'élevait vers le ciel dégagé et les morceaux de débris tombant dans les rues parlaient déjà d'une catastrophe sans précédent. Alors que la ville tentait de comprendre, à 9h03, un autre avion, le vol 175 de United Airlines, s'est écrasé contre la tour sud, entre les étages 76 et 85. À ce moment, il est devenu évident que les États-Unis étaient attaqués. Les images du deuxième impact ont été diffusées en direct et sont restées gravées dans la mémoire de millions de personnes à travers le monde. En quelques minutes, l'épicentre de la ville s'est transformé en une zone de chaos. Des milliers de personnes tentaient de fuir les bâtiments en descendant par des escaliers bondés. Tandis que d'autres, coincés aux étages supérieurs, appelaient désespérément leur famille ou demandaient de l'aide au 911. Les flammes se propageaient rapidement et certains des personnes piégées ont été forcées de prendre la décision la plus désespérée, se jeter dans le vide. Les images de ces personnes en train de tomber comptent parmi les plus bouleversantes de la journée. À 9h37 du matin, un troisième avion, le vol 77 d'American Airlines, s'est écrasé contre le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington. La capitale politique des États-Unis était également touchée, renforçant la sensation que le pays était la cible d'une attaque coordonnée et extrêmement efficace à grande échelle. Quelques minutes plus tard, à 9h59, la tour sud du World Trade Center s'est effondrée, se désintégrant en quelques secondes dans un nuage de poussière et de débris qui a entièrement recouvert le sud de Manhattan. La chute de la première tour a paralysé le monde.
Les caméras captaient l'image impossible d'un bâtiment de plus de 400 mètres de haut, s'effondrant comme s'il s'agissait d'un château de sable. Les secouristes qui se trouvaient déjà sur place se sont retrouvés piégés sous des tonnes d'acier et de béton. L'alarme était totale, des cris, des sirènes et des cendres remplissaient tout. À 10h03, le vol 93 de United Airlines s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Par la suite, on apprendrait que les passagers avaient tenté de reprendre le contrôle de l'appareil, après avoir découvert, grâce à des appels téléphoniques, ce qui s'était passé à New York et à Washington. Leur action a empêché l'avion d'atteindre sa cible, qui, selon différentes enquêtes, aurait été le Capitole ou la Maison-Blanche. À 10h28, la tour nord, première percutée, s'est aussi effondrée. En moins de 2 heures, ces 2 tours pour lesquelles on s'était tant battu afin qu'elles existent avaient disparu de l'horizon. L'impact émotionnel a été immédiat et mondial. Dans les rédactions des journaux et les studios de télévision, des journalistes incrédules répétaient une phrase qui est devenue courante ce jour-là. On dirait un film, mais c'est réel. Pour des millions de personnes, les images rappelaient effectivement une production hollywoodienne, mais c'était la dure réalité retransmise minute par minute. Ce jour-là, l'espace aérien américain a été fermé pour la première fois. Tous les vols commerciaux ont été suspendus et des milliers d'avions ont été détournés vers des aéroports au Canada et dans d'autres pays. Le gouvernement a aussitôt déclenché des protocoles de sécurité inédits, pendant que la population restait scotchée devant les écrans, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Et, surtout, qui avait été capable de perpétrer une telle attaque. Le 11 septembre 2001 n'a pas seulement signifié la mort de près de 3000 personnes et plus de 6000 blessés. À 20h30 ce jour-là, le président Bush de l'époque s'est adressé à son pays et au monde entier pour dire que les États-Unis s'engagèrent à poursuivre la paix, la liberté et la justice. Pendant ce temps, un nouveau patriotisme prenait forme pour lancer une croisade qui, selon ses propres mots, avait pour but de faire face au terrorisme lui-même. D'autres ont commencé à voir certaines fissures dans le discours officiel. Avec les décombres, la confiance du peuple s'était aussi effondrée. Le sentiment de vulnérabilité, l'idée que rien ne serait plus jamais comme avant, s'est installé dans la conscience collective. Oui, mais des doutes sont aussi apparus, a dit Keir Verzas. L'une des premières théories qui ont émergé et qui continue de susciter la controverse aujourd'hui est celle liée au renseignement préalable. L'attaque aurait-elle pu être anticipée par les agences de sécurité américaines ou d'autres pays? Presque immédiatement, des journalistes, des analystes et des critiques du gouvernement ont commencé à examiner des documents, des rapports et des déclarations qui suggéraient qu'il y avait eu des avertissements avant l'attaque. Le récit officiel évoquait une attaque surprise d'Al-Qaïda, mais bientôt des rapports affirmant le contraire ont commencé à émerger. Le Congrès des États-Unis admettrait des défaillances de communication et coordination entre la CIA et le FBI. Plusieurs anciens agents ont témoigné que, des mois avant l'attaque, des signes montraient qu'un événement majeur se préparait. Il a même été révélé que certains des futurs pirates de l'air faisaient déjà l'objet d'une enquête, mais que les informations n'ont jamais été partagées entre les organismes. Cette déconnexion a fait penser que l'attaque n'était pas totalement une surprise, mais une catastrophe évitable. Les États-Unis voulaient-ils eux-mêmes que cela arrive? Nous allons en arriver là. L'important maintenant, c'est de souligner qu'en parallèle, des avertissements internationaux sont apparus. Des gouvernements comme ceux d'Israël, d'Allemagne et de Russie ont indiqué qu'ils avaient transmis des alertes à l'Amérique du Nord concernant de possibles attentats aériens. L'existence de ces avertissements, ajoutée à l'absence de réaction visible, a renforcé les soupçons selon lesquels les autorités avaient reçu de multiples signaux, mais que ceux-ci n'avaient pas été traités avec l'urgence requise. En 2000, Ahmed Rezam prévoyait de transporter des explosifs du Canada à Los Angeles sur un Boeing 747. Il a été arrêté avant de pouvoir mener son plan à bien. Cela indiquait que les agences de sécurité disposaient déjà d'informations sur l'intérêt des terroristes à utiliser des avions commerciaux comme instruments d'attaque massive. Selon la version officielle, un facteur critique était que les ressources humaines et technologiques étaient limitées. Surveiller tous les suspects était dangereux, presque impossible, et les systèmes de surveillance massive des communications n'étaient pas encore totalement déployés. Le renseignement dépendait en grande partie des rapports humains et de l'analyse des schémas qui, bien qu'ils indiquaient une activité suspecte, n'ont pas permis de relier tous les points à temps.
L'ignorance des avertissements, la compartimentation de l'information et des protocoles de sécurité inadéquats ont créé un terrain idéal. Un détail troublant s'est ajouté. Dans les jours précédant le 11 septembre, il y a eu des mouvements financiers anormaux liés à des compagnies aériennes comme United Airlines et American Airlines. De grandes quantités d'options de vente, des transactions qui profitent lorsque le prix d'une action baisse, ont été enregistrées à Wall Street. Ce qui a amené à penser que certains investisseurs savaient que quelque chose allait se produire. Plusieurs organismes ont enquêté sur ce point, concluant qu'il n'y avait pas de preuves définitives que ces opérations étaient liées aux attaques. Cependant, les interrogations sont restées dans l'opinion publique. L'ensemble de ces preuves a nourri une des premières théories sur le 11 septembre, que le gouvernement américain ou une faction du département du renseignement savait que l'attentat aurait lieu et l'a laissé faire pour justifier une invasion du Moyen-Orient. Selon aucun. Parmi les multiples théories qui ont émergé après le 11 septembre, aucune n'a suscité autant de débats que celle qui soutient que les tours jumelles ne se sont pas effondrées uniquement à cause de l'impact des avions et des incendies qui ont suivi, mais qu'elles auraient été détruites par une démolition contrôlée, soigneusement planifiée. Cette idée, bien que polémique, s'est imposée dans le débat car elle reposait sur des éléments visuels, des témoignages et des points techniques semblant contester l'explication officielle. Les images diffusées en direct ce jour-là ont montré au monde le moment où les tours se sont effondrées sur elles-mêmes en quelques secondes. Pour beaucoup, la façon dont l'effondrement s'est produit, rapide et symétrique, avec un nuage de poussière s'étendant dans toutes les directions, évoquait immédiatement l'esthétique d'une démolition intentionnelle. Des architectes, ingénieurs et pompiers interviewés ont évoqué des explosions secondaires, des grondements avant l'effondrement et des flashs aux étages touchés. Le cas du World Trade Center 7 a ajouté de l'huile sur le feu. Ce bâtiment, appelé aussi World Trade Center 7, n'a pas été percuté par un avion, mais a subi des dégâts dus aux débris des tours et à des incendies prolongés. Cependant, son effondrement, enregistré à 17h20 ce même jour, a laissé perplexes même les observateurs les plus prudents. Le World Trade Center 7 s'est effondré dans une chute presque verticale et uniforme, à une vitesse que certains ingénieurs ont qualifiée de proche de la chute libre. En effet, sur certains segments. Pour les partisans de la théorie de la démolition, ce fait constituait une preuve claire de l'utilisation d'explosifs. Le National Institute of Standards and Technology, l'organisme chargé d'enquêter sur l'effondrement, a conclu des années plus tard que la chute du World Trade Center 7 était due à une défaillance structurelle provoquée par des incendies incontrôlés qui ont affaibli les poutres. Critiques. Selon leur rapport, c'était la première fois dans l'histoire qu'un gratte-ciel en acier s'effondrait de cette manière à cause du feu. Cependant, pour beaucoup, cette même explication renforçait les soupçons. Comment était-il possible qu'un phénomène sans précédent se produise justement là, à cet endroit, à ce moment, et qu'il ne se reproduise plus jamais par la suite? Un autre élément fréquemment cité était la présence de résidus de nanothermites dans la poussière du World Trade Center, une découverte que certains chercheurs indépendants affirmaient avoir identifiée dans des échantillons prélevés. La nanothermite est un matériau hautement énergétique capable de couper l'acier, ce qui renforçait l'hypothèse d'une démolition planifiée. S'accrochant à leur version, les autorités ont rejeté de telles affirmations, les considérant comme des erreurs d'interprétation ou un manque de rigueur scientifique. Quoi? D'une manière ou d'une autre, l'impact de la théorie de la démolition contrôlée a été énorme. Les images répétées de l'effondrement alimentent encore aujourd'hui ce soupçon. Pour certains, ce que le monde a vu en direct n'était pas une attaque terroriste, mais un spectacle soigneusement conçu pour marquer un tournant dans l'histoire contemporaine. D'autre part, la question de l'attaque contre le Pentagone occupe également une place très importante dans cette théorie. Comme nous l'avons mentionné, tandis que les caméras du monde entier étaient braquées sur New York, une troisième nouvelle éclatait sur les téléviseurs. Un avion s'était écrasé contre le Pentagone, le cœur même de l'appareil militaire des États-Unis. Selon le récit officiel, le vol 77 d'American Airlines, un Boeing 757, a été détourné et projeté contre le bâtiment, provoquant une explosion et l'effondrement partiel d'une section.
Cependant, dès le jour même de la tragédie, des doutes et des théories ont surgi, suscitant encore aujourd'hui des débats. L'ampleur des dégâts a été l'un des sujets les plus débattus. Les premières images montraient un trou relativement petit dans la façade du Pentagone. Beaucoup se sont alors demandé comment un avion de grande taille, avec une envergure de plus de 38 mètres, a-t-il pu pénétrer de cette manière, sans laisser de traces évidentes d'ailes ou de queue? L'absence de ces grands débris du fuselage sur place a aussi suscité des soupçons. Pour certains, il était incompréhensible qu'un avion de cette taille puisse presque disparaître complètement après l'impact. L'explication officielle a soutenu que la force de l'impact, combinée à l'incendie provoqué par le carburant, aurait pulvérisé une grande partie de la structure. Mais pour les critiques, cette explication n'était pas convaincante. À cela s'ajoutait la question des enregistrements. Contrairement à ce qui s'est passé à New York, où de multiples caméras ont capté les avions s'écrasant contre les tours jumelles, dans le cas du Pentagone, seules quelques images provenant de caméras de sécurité extérieure ont été diffusées. Les enregistrements officiels montraient une séquence très brève et peu nette, dans laquelle on pouvait à peine distinguer une silhouette avant l'explosion. Ce manque de matériel visuel a alimenté les spéculations selon lesquelles quelque chose était dissimulé. La publication de toutes les vidéos de surveillance des environs a été demandée pendant des années, mais la majeure partie de ce matériel n'a jamais été rendue publique, ce qui a renforcé les soupçons. Un autre point ayant nourri des théories alternatives est la manœuvre attribuée aux pirates de l'air, Annie Hanjour. Selon la version officielle, Hanjour, considéré par ses instructeurs de vol comme un pilote médiocre, a réussi à effectuer un virage descendant complexe et à écraser l'avion contre le Pentagone à très basse altitude, sans manquer sa cible. Les critiques de la version officielle soutiennent qu'une manœuvre d'une telle précision aurait nécessité une formation bien plus avancée que celle qui lui était reconnue. Pour certains, il semblait plus plausible de penser à un missile ou à un projectile contrôlé, ce qui expliquerait l'ampleur des dégâts et l'absence de grands débris d'avion. Mais pourquoi? Qui avait tiré ce missile? Dans quel but? Profitait-on de l'occasion pour détruire des informations sensibles dans ce bâtiment? L'impact au Pentagone a également soulevé des questions sur la réaction du système de défense aérienne. Le bâtiment est l'un des endroits les plus surveillés et protégés de la planète, défendu par des radars, des chasseurs et des systèmes antimissiles. Qu'un avion détourné ait réussi à pénétrer l'espace aérien restreint sans être intercepté a été considéré par certains comme une défaillance inexplicable. Selon la version officielle, le chaos, le manque de coordination et la surprise ont été décisifs ce matin-là. Mais pour les sceptiques, cela semblait tout simplement impossible. D'autre part, lorsque les attaques ont eu lieu, l'aile ouest du Pentagone, qui a été touchée, était justement en pleine rénovation et était presque inoccupée. Plus précisément, les travaux visaient à la renforcer contre d'éventuelles attaques à l'explosif. Ceux qui soutiennent la théorie d'un attentat sous faux drapeau affirment que cette partie du bâtiment a été choisie délibérément afin de minimiser les pertes humaines et matérielles. Le résultat fut une atmosphère chargée de méfiance. Le gouvernement affirmait qu'il n'y avait aucun doute. Le vol 77 avait été écrasé contre le Pentagone par les terroristes. D'un autre côté, les incohérences et les lacunes dans l'information ont ouvert un terrain fertile aux théories du complot. Celles-ci soutenaient que l'attaque ne s'était pas déroulée comme on l'avait raconté, ou qu'elle avait même été manipulée. Pour dissimuler une autre vérité, la tragédie au Pentagone, au-delà des versions contradictoires, est devenue un symbole. Pour certains, cela montrait la vulnérabilité des États-Unis face au terrorisme international. Pour d'autres, c'était au cœur du soupçon que l'histoire officielle du 11 septembre n'était pas complète. Mais il nous reste encore à analyser ce qui s'est passé avec le 4e vol impliqué. Nous parlons bien sûr du vol 93. Le vol 93 de United Airlines, parti de Newark pour San Francisco. Le 11 septembre 2001 représente l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus analysés de l'attaque contre les États-Unis. Alors que les 3 autres avions ont atteint leur cible, le vol 93 est devenu synonyme de résistance et de la capacité des passagers à agir dans des circonstances extrêmes. Dès le décollage, les passagers ont été confrontés à un détournement violent. Les terroristes, armés de couteaux et peut-être de faux explosifs, ont pris le contrôle du cockpit.
Les témoignages recueillis par le biais d'appels téléphoniques décrivent en détail comment les pirates de l'air manœuvraient pour isoler le personnel de cabine et les passagers, établissant un contrôle qui semblait absolu. Cependant, certains passagers ont commencé à planifier une contre-offensive, conscients que leur avion serait utilisé comme une arme contre Washington, probablement en direction du Capitole ou de la Maison-Blanche. Parmi les plus mémorables figurent Top Beamer, Mark Bingham, Jeremy Glick et Tom Barnett, qui ont mené l'initiative pour reprendre le contrôle de l'avion. Lors d'appels à leurs familles et aux compagnies aériennes, ils ont décrit la situation et coordonné avec les autres passagers. Les mots de Top Beamer, « Allons-y », sont devenus un symbole de courage et d'action face à l'adversité. La résistance des passagers s'est matérialisée par une tentative d'assaut sur le cockpit. Selon la version officielle, la lutte a provoqué la perte de contrôle de l'avion par les pirates de l'air, ce qui a finalement entraîné le crash de l'avion dans un champ ouvert à Shanksville, en Pennsylvanie, avant d'atteindre sa cible initiale. Cette issue, bien que tragique, a permis d'éviter une catastrophe encore plus grande dans la capitale américaine. Les détails techniques du vol de l'accident ont fait l'objet d'analyses approfondies. La trajectoire de l'avion, la vitesse d'approche et l'angle de l'impact indiquent qu'il y a eu des manœuvres délibérées dans les dernières minutes. Ce qui confirme la version selon laquelle les passagers ont réussi à interférer avec les plans des pirates de l'air. Cependant, certaines incohérences dans les registres de communication et dans les témoignages ont été citées par des théoriciens du complot, pour suggérer qu'il aurait pu y avoir un contrôle externe ou que les rapports ont été ajustés pour consolider le récit héroïque. Et c'est ici qu'une théorie émerge. Et si le vol 93 avait été détruit par un missile de l'armée de l'air américaine? Et si tout ce récit de soulèvement à bord avait été inventé dans le but d'émouvoir la population? Eh bien, à ce stade, c'est là que les appels des personnes qui se trouvaient dans cet avion entrent en jeu. Et c'est ici qu'il y a quelque chose de très intéressant à analyser. Abonne-toi! Parmi les aspects les plus émouvants et étudiés du 11 septembre figurent les appels des passagers des avions détournés. Ces appels passés depuis des téléphones de bord ou portables en vol témoignent non seulement des derniers instants de ceux qui savaient qu'ils allaient mourir, mais ont aussi été interprétés par divers chercheurs. Sur les 4 vols impliqués, des dizaines d'appels de passagers ont été enregistrés, qui ont réussi à communiquer avec des membres de leur famille ou du personnel des compagnies aériennes. Les appels ont aidé à comprendre la séquence des détournements, à identifier le nombre de terroristes, le type d'armes et à signaler la gravité de la situation. Certains soutiennent que ces détails transmis avec une telle précision seraient improbables si les détournements avaient été totalement chaotiques. D'autres remettent en question la cohérence du temps enregistré lors des appels, soulignant que certaines communications semblaient trop longues ou trop coordonnées. Pour un scénario de détournement violent, où le contrôle de l'avion était entre les mains de personnes dangereuses, la technologie employée a aussi suscité des débats. De nombreux appels ont été passés, comme nous l'avons mentionné, depuis les téléphones à bord, un système qui, en 2001, avait d'importantes limitations. Les lignes, par exemple, étaient lentes et fréquemment interrompues. Plusieurs enquêteurs ont tenté de passer des appels depuis les airs après le 11 septembre. Les statistiques montrent qu'il était très difficile d'obtenir un signal ou d'être pris en charge. S'agissait-il d'une mise en scène pour donner à toute cette tragédie un sentiment épique? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on essayait de cacher sous le tapis? Or, il n'y avait pas seulement des doutes sur la performance des organismes officiels dans les années précédant la tragédie et lors des attaques elles-mêmes. On a également beaucoup parlé de la façon dont ces organismes ont agi au moment de mener leurs enquêtes. L'organisme central chargé de faire la lumière sur ce qui s'est passé a été la soi-disant commission du 11 septembre créée en novembre 2002. Dès le début, la commission a fait l'objet de critiques. Premièrement, parce qu'elle a commencé à travailler plus d'1 an après les attentats, et deuxièmement, parce qu'elle était composée de membres ayant de possibles conflits d'intérêts. Le président même de la commission, Thomas Keane, a reconnu publiquement en 2004 que la commission était vouée à l'échec. Cette déclaration est devenue un argument puissant pour les sceptiques. On reproche souvent à la commission d'avoir omis des détails clés. Par exemple, les nombreuses défaillances de la sécurité aérienne ce jour-là ont été peu abordées.
Il n'a pas non plus été expliqué de manière convaincante comment il a été possible que 4 avions de ligne détournés aient pu voler pendant près de 2 heures dans l'espace aérien américain sans être interceptés par l'armée de l'air. L'explication officielle a de nouveau invoqué la surprise et la confusion, mais pour les critiques, cela a été une justification insuffisante, surtout compte tenu des protocoles existants. La question des vidéos et des preuves confisquées a également été centrale. Le FBI a rapidement récupéré des dizaines d'enregistrements de caméras de surveillance situées près du Pentagone et d'autres endroits clés, mais seules quelques-unes ont été rendues publiques. Le secret du gouvernement concernant ce matériel n'a fait que multiplier les soupçons. Un autre élément frappant est celui des exercices militaires et des simulations qui avaient lieu le matin du 11 septembre. Ce jour-là, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord menait des exercices simulant des détournements d'avions. Pour certains, cela expliquerait la confusion des contrôleurs aériens et le retard dans la réponse. Pour d'autres, en revanche, c'était une coïncidence trop parfaite. Une distraction qui a permis que les attaques soient menées plus facilement. Même le financement lui-même des attaques reste un sujet entouré de zones d'ombre. Même si les pirates de l'air étaient majoritairement saoudiens, la commission n'a pas approfondi les liens financiers possibles entre la famille Ben Laden, des personnalités saoudiennes, et certains secteurs du pouvoir aux États-Unis. Les 28 pages classifiées du rapport officiel, qui n'ont été partiellement déclassifiées qu'en 2016, ont montré qu'il existait des connexions qui n'ont jamais été explorées en profondeur. Nous approfondirons ces questions dans un instant. Dans l'ensemble, toutes ces irrégularités ont donné l'impression que le gouvernement ne cherchait pas à faire la lumière sur ce qui s'était passé, mais plutôt à contrôler le récit et à refermer rapidement la blessure. Et cette perception, plus que les preuves techniques, a été ce qui a consolidé l'idée que le 11 septembre aurait pu être quelque chose de bien plus complexe qu'une attaque extérieure. Au-delà de tout cela, lorsqu'on analyse l'hypothèse d'une opération sous fausse bannière, le cœur du débat se concentre sur les mobiles possibles. Autrement dit, pourquoi le gouvernement des États-Unis, ou une partie de celui-ci, aurait-il permis qu'une telle chose arrive ? La réponse à tout cela, pour les théoriciens des théories du complot, réside dans la somme des éléments géopolitiques, sociaux et économiques qui ont émergé après la tragédie. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Découvrons un document intitulé « Projet pour le nouveau siècle américain », rédigé en 1997 par un groupe d'intellectuels et de politiciens néoconservateurs, parmi lesquels se trouvaient des personnalités qui occuperaient plus tard des postes clés dans l'administration de George W. Bush. Dans ce texte, on exposait la nécessité pour les États-Unis de réaffirmer leur leadership mondial. Cela comprenait le contrôle de régions riches en ressources, comme le Moyen-Orient. Ils admettaient cependant qu'un catalyseur, un événement catastrophique comme un nouveau Pearl Harbor, serait nécessaire pour y parvenir. Intéressant, n'est-ce pas ? Surtout si l'on sait que la conséquence immédiate des attaques contre les tours jumelles a été, effectivement, la guerre en Afghanistan. À peine un mois après les effondrements, les États-Unis ont lancé l'opération Liberté immuable, avec pour objectif déclaré de démanteler Al-Qaïda et de renverser le régime taliban qui leur offrait refuge. Mais de nombreux analystes soutiennent que l'Afghanistan offrait également un point de contrôle stratégique en Asie centrale, en plus de projets énergétiques liés aux oléoducs. Peu de temps après, en 2003, l'invasion de l'Irak a eu lieu, justifiée par la supposée possession d'armes de destruction massive par Saddam Hussein et sa relation avec le terrorisme. Aucune de ces armes n'a été trouvée. Les États-Unis ont affirmé que l'invasion était motivée par des renseignements, suggérant que Saddam Hussein entretenait des liens secrets avec Al-Qaïda. Des rapports récents indiquent qu'il n'y a jamais eu une telle relation. La chute du régime irakien a permis aux États-Unis de se positionner dans une zone clé pour l'approvisionnement en pétrole. Du point de vue conspirationniste, le 11 septembre a ouvert la porte à ces guerres qui, sans un choc initial aussi fort, auraient rencontré beaucoup plus de résistance dans l'opinion publique et au Congrès. Bien au contraire, des millions d'Américains ont célébré les morts dans ces terres, convaincus qu'il s'agissait d'un acte de justice. L'impact n'a pas été seulement international. Sur le territoire américain lui-même, les attentats ont servi de justification à une transformation profonde de la société. En 2001, la loi US Petro Act a été adoptée, une loi qui a accordé au gouvernement une marge sans précédent pour surveiller ses citoyens.
Intervenir les communications, détenir des suspects sans inculpation et étendre les pouvoirs des agences de renseignement. La protection du pays contre de nouvelles attaques est devenue l'argument central. Pour de nombreux critiques, c'était l'un des objectifs fondamentaux, instaurer un état de surveillance permanent. Des avantages économiques clairs ont aussi été constatés. L'industrie de l'armement a connu une croissance accélérée, car les guerres en Afghanistan et en Irak ont exigé d'énormes ressources militaires. Des entreprises liées au secteur de l'énergie et à la reconstruction, comme Halliburton, l'ancienne société du vice-président Dick Cheney, ont reçu des contrats de plusieurs millions dans les zones de conflit. Ces liens ont alimenté le soupçon qu'un réseau d'intérêts commerciaux se cachait derrière la tragédie. Dans ce sens-là, l'hypothèse de l'auto-attentat va au-delà d'une explication technique de la chute des tours et s'inscrit dans une cartographie du pouvoir. Une élite politique, militaire et économique qui aurait utilisé le 11 septembre comme un outil pour reconfigurer l'ordre mondial. Lancer des guerres, enrichir des entreprises proches des hauts dirigeants et instaurer un modèle de contrôle interne extrême qui persiste encore aujourd'hui. Ainsi, selon cette perspective, la tragédie n'a pas été une fin en soi. Les milliers de morts et la douleur incommensurable deviennent, dans cette lecture conspirationniste, le prix payé pour consolider un nouveau paradigme de domination. Pour bien comprendre cela, nous devons remonter plus loin et analyser plusieurs des ambitions américaines. Les États-Unis et le pétrole. Les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite se sont consolidées au début du XXe siècle, quand le pétrole est devenu stratégique pour l'économie et la politique mondiale. En 1933, le roi Abdelaziz ibn Saoud a signé un accord avec la compagnie américaine Standard Oil of California, qui a obtenu des concessions pour explorer le pétrole dans la région orientale du pays. Peu de temps après, SoCal a créé une filiale appelée California Arabian Standard Oil Company, qui deviendra en 1994 la Arabian American Oil Company. Cette entreprise a joué un rôle clé dans l'exploitation des gisements saoudiens et l'introduction de capitaux et technologies américaines dans la péninsule arabique. En 1938, le premier grand gisement de Dammam a été découvert. Cela a marqué le début d'une exploitation intensive, qui a rapidement placé l'Arabie Saoudite parmi les principaux producteurs de pétrole brut au monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'importance stratégique du pétrole saoudien est apparue clairement. En 1945, le président Franklin D. Roosevelt a rencontré le roi Abdelaziz à bord de l'United States Ship Quincy, sur le canal de Suez, scellant un accord tacite. Sécurité et soutien militaire américain en échange d'un accès préférentiel au pétrole saoudien. Au fil des décennies, Aramco a symbolisé la coopération énergétique entre les deux pays, renforçant la présence américaine économique et militaire. La relation s'est profondément renforcée pendant la guerre froide, lorsque les États-Unis considéraient l'Arabie Saoudite non seulement comme un fournisseur, mais aussi comme un allié solide face à l'influence du bloc communiste. Oui, avant le 11 septembre, les relations entre les États-Unis et les Arabes étaient très différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'était pas une alliance formelle, mais des liens stratégiques et tactiques reflétèrent les intérêts américains dans la région. Pour ne citer qu'un exemple, l'un des films de Rambo était dédié, je cite, au courageux peuple d'Afghanistan. Cette dédicace, comme vous pouvez l'imaginer, a dû être retirée par la suite. Au cours des années 1980, les États-Unis ont soutenu les Moudjahidines afghans qui combattaient l'invasion soviétique. Ce soutien comprenait la formation, le financement et la fourniture d'armes par l'intermédiaire de la CIA, souvent acheminées par des pays alliés comme le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Les talibans, en tant que groupe, n'existaient pas encore. Beaucoup de leurs futurs membres faisaient partie du contexte de combat contre les soviétiques. Ils ont donc bénéficié indirectement de l'aide américaine. Après le retrait soviétique dans les années 90, les talibans sont devenus la force dominante en Afghanistan et ont instauré un gouvernement en 1996. Les États-Unis, à cette époque, ne reconnaissaient pas officiellement les talibans, mais maintenaient des relations limitées au niveau d'une diplomatie informelle et des contacts avec des intermédiaires. La politique américaine était centrée sur la limitation de l'influence de l'Iran, le contrôle du trafic de drogue et de l'extrémisme régional. Pendant cette période, les talibans étaient considérés comme un instrument de stabilité relative dans un pays dévasté par des années de guerre civile.
Washington était intéressé à maintenir certaines relations afin de faciliter le transit de l'aide humanitaire et de protéger des intérêts stratégiques sans s'impliquer directement dans la gouvernance afghane. Cependant, cette relation a changé radicalement après l'attaque contre les ambassades américaines en Afrique en 1998 et les attentats déjoués contre des vols internationaux. C'est alors qu'il est devenu évident qu'Al-Qaïda, basé en Afghanistan sous la protection des talibans, représentait une menace directe pour les États-Unis. À partir de ce moment-là, les talibans ont commencé à être considérés comme un obstacle à neutraliser, surtout s'ils ne livraient pas le chef de cette organisation. Bien sûr, vous savez déjà de qui nous parlons. Oussama Ben Laden est sans aucun doute la figure la plus emblématique du 11 septembre et en même temps l'un des personnages les plus entourés de controverses et de théories. Son rôle de chef d'Al-Qaïda a fait de lui l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Mais son histoire comporte des zones d'ombre, des contradictions et des récits qui suscitent la spéculation. Oussama Ben Laden est né en 1957 à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Il était l'un des 54 enfants du cheikh Mohammed Ben Laden, ingénieur et architecte selon certaines sources. Simple paysan selon certains. Ce qui est certain à propos du père d'Oussama, c'est qu'il a fait une fortune colossale grâce à ses relations avec la famille royale saoudienne, qui lui a confié de nombreux travaux publics. Toutes liées à la construction de bases pour les Américains, qui venaient à cette époque pour s'imprégner de pétrole. Oussama a eu une enfance et une jeunesse pleines de privilèges. Il a bénéficié d'une très bonne éducation et a passé ses journées à côtoyer les enfants des princes saoudiens. Lorsque, à l'âge de 13 ans, son père est mort dans un accident d'hélicoptère, il a hérité de 80 millions de dollars. Dans le contexte de la guerre froide, la mission d'Oussama était de collecter des fonds pour financer la résistance des mouvements islamistes contre les troupes d'occupation soviétiques. Ainsi, lui et les Américains partagèrent d'abord un ennemi commun. Bienvenue. Laden fut en effet l'un de ces hommes qui, comme nous l'avons dit, ont été formés par la CIA. Ils en sont même venus à le reconnaître comme un combattant acharné et admiré. Il a ainsi appris à transférer de l'argent via des sociétés fictives et des paradis fiscaux, à préparer des explosifs, à se dissimuler et à utiliser des codes chiffrés pour communiquer. En 1980, il recrute des guérilleros pro-afghans et crée ses premiers camps. En 1989, la guerre en Afghanistan se terminerait par la défaite et le retrait des troupes soviétiques. Et les vétérans de la guerre seraient recrutés par Oussama Ben Laden pour former son propre groupe. Mais la rupture définitive d'Oussama Ben Laden avec ses alliés américains s'est produite en 1990, lorsque, dans le cadre des préparatifs de la guerre du Golfe, les États-Unis ont déployé des troupes en Arabie Saoudite. Prédisant qu'après la guerre du Golfe, la présence américaine dans le pays augmenterait jusqu'à devenir ingérable. Oussama Ben Laden a multiplié ses appels pour renverser la monarchie saoudienne. Cette décision lui valut d'abord l'exil en 1991 et 2 ans plus tard, la perte de la citoyenneté. Ben Laden s'est installé au Soudan où il est resté 5 ans jusqu'à ce qu'il soit expulsé sous la pression des États-Unis. En 1996, il s'est installé en Afghanistan et a rapidement pris contact avec le chef du régime taliban nouvellement établi. Après le 11 septembre, sa figure est devenue omniprésente dans les médias et discours politiques. Il a été désigné comme planificateur des attaques et mobilisateur d'Al-Qaïda, devenant le symbole du terrorisme international. Cependant, faute de preuves, et après une longue clandestinité, des doutes subsistent sur sa localisation réelle. Dans un premier temps, Al-Qaïda a nié être responsable de l'attentat, puis s'est contredite par la suite. Cependant, certains affirment que la vidéo dans laquelle Ben Laden revendique les faits est un montage réalisé par un sosie. Tout d'abord, la faible ressemblance physique de l'homme dans la vidéo avec Ben Laden. La faible ressemblance physique de l'homme dans la vidéo avec Ben Laden. Deuxièmement, le fait qu'il porte une bague en or, ce qui est interdit par l'islam. Et troisièmement, qu'il écrit une note de la main droite, alors qu'en réalité Ben Laden est gaucher. Pendant des années, beaucoup ont douté que le personnage soit vraiment dans les montagnes d'Afghanistan et du Pakistan, ou utilisé uniquement comme instrument de propagande. Cette incertitude a suscité des théories affirmant que Ben Laden n'aurait pas été capturé ni tué lors de l'annonce, mais que sa mort aurait été inventée ou exagérée pour des raisons politiques.
Le 2 novembre 2007, une femme politique pakistanaise a affirmé la mort d'Oussama Ben Laden. La British Broadcasting Corporation a retiré cette révélation de l'interview originale. La femme serait assassinée moins de 2 mois plus tard. Le 31 janvier 2010, El País et El Tiempo ont publié une interview du sultan Tarrar, bras droit du fugitif taliban Mollah Omar, dans laquelle il affirme que Ben Laden est mort d'un cancer du rein entre mai et juin 2002. Cependant, le 25 mars 2010, Oussama Ben Laden a envoyé un avertissement au gouvernement des États-Unis par le biais d'un enregistrement audio. Il avertissait que le jour où la décision serait prise d'exécuter ces hommes, qui avaient déjà été capturés et qui étaient torturés à Guantanamo, Al-Qaïda exécuterait tous les Américains en son pouvoir. Selon des membres des services de renseignement américains, la bande était authentique. À ce stade, Ben Laden était déjà jugé impossible à capturer par beaucoup. Ses vidéos revendiquant ou rejetant des attentats se multipliaient, vraies ou fausses. Sa vie était un mystère, jusqu'à ce que, grâce à des informateurs secrets, il le retrouve. L'opération qui aurait mis fin à sa vie. L'opération Lance de Neptune, qui a eu lieu le 2 mai 2011, a été entourée du plus grand secret dès le début. Un commando des forces spéciales américaines, les Navy Sea, Air and Land S du groupe Sea, Air and Land Team 6, est entré dans la résidence où l'on pensait que Ben Laden se cachait. Selon le récit officiel, après un bref affrontement, le chef a été abattu et son corps transporté sur un porte-avions où il a été enterré en mer, selon les protocoles civils. Malgré les détails officiels, plusieurs aspects de l'opération ont suscité la controverse. Certains remettent en question l'absence de photos publiques du cadavre, arguant que ce manque de preuves tangibles permet de maintenir le doute sur sa mort. D'autres soulignent des contradictions dans les premiers rapports, comme la description de sa résistance, l'itinéraire d'évacuation et la durée de l'opération. La rapidité avec laquelle sa mort a été annoncée au niveau mondial et la certitude absolue avec laquelle les faits ont été décrits. Elles ont également alimenté le soupçon que le récit officiel a été soigneusement construit pour clore un chapitre embarrassant. La mort de Ben Laden est aussi survenue à un moment politiquement délicat pour Barack Obama, qui voulait renforcer son leadership durant son premier mandat. Pour les conspirationnistes, cette opération avait une dimension symbolique, transformant la capture en un événement de consommation médiatique mondiale. Les théories du complot ont envahi Internet. Elles ont rapidement fait leur entrée dans la culture populaire. Des artistes et des célébrités ont commencé à les mentionner dans des interviews et des chansons. Le rappeur Immortal Technique a parlé publiquement d'un « inside job », tandis que des groupes comme The Coup ou Public Enemy ont inclus des références au 11 septembre dans leur musique. Même des personnalités médiatiques, comme Charlie Sheen et Rosie O'Donnell, ont publiquement exprimé leurs doutes sur la version officielle, suscitant de vives polémiques. La télévision et le cinéma ont également relayé ces idées, avec des séries comme The X-Files et son spin-off The Long Gunman. Ils auraient, dans les années 90, introduit l'idée d'un État dissimulant des secrets, et le 11 septembre renforçait cette méfiance. Des films ultérieurs, dont Side Gaze, ont renforcé l'idée que les attentats faisaient partie d'un plan pour instaurer un ordre mondial contrôlé. Internet a favorisé l'émergence de ces idées. Alors que les réseaux sociaux naissaient, le 11 septembre est rapidement devenu l'un des premiers grands sujets de conspiration mondiale. Des vidéos amateurs, des blogs aux prétendus calculs et des débats sur des forums comme Above, Top Secret ou Reddit ont exposé des millions de personnes à ces hypothèses. Pour beaucoup, ces théories n'étaient pas de simples élucubrations paranoïaques, mais une façon d'expliquer l'inexplicable. Comment la plus grande superpuissance militaire pouvait-elle être vulnérable ? L'idée qu'il puisse y avoir une complicité interne offrait une réponse logique, bien que troublante, à cette question. Avec le temps, ces théories sont devenues une partie indissociable de la mémoire collective. Même des personnes qui acceptèrent la version officielle ont commencé à reconnaître qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. Un doute semé qui a affaibli la confiance dans les institutions. Le 11 septembre a ainsi été un événement qui a également transformé la manière dont les théories du complot circulaient dans la société contemporaine, inaugurant un modèle qui serait ensuite reproduit lors d'autres événements mondiaux, de la crise financière de 2008 à la pandémie de Covid-19. Cette nouvelle vision du monde a forgé de nouvelles générations un peu plus apathiques face aux informations, qui ont préféré ne pas trop s'attarder sur le sujet. Et il conclut par un simple et percutant « tous mentent ».
Nombreux sont les sociologues qui voient dans cette attitude l'acide désoxyribonucléique de l'époque actuelle où l'on ne croit plus en rien. Mais on ne fait rien non plus pour changer ce qui ne nous plaît pas. Tout semble rester bloqué dans un état d'aliénation perpétuelle. Nous savons vivre dans un réseau de tromperies, mais personne ne cherche à en sortir. Le 11 septembre a aussi inspiré une nouvelle génération d'artistes marqués par ces événements. My Chemical Romance, par exemple, est né après que son chanteur et fondateur a cherché un moyen de gérer la douleur que lui causait de voir d'autres adolescents traverser ces événements. Spider-Man, de son côté, a dû retirer les tours jumelles d'une des scènes de ses films. En fait, pendant longtemps, les tours ont été effacées de partout. On aurait dit qu'elles n'avaient jamais existé, alors qu'elles avaient pourtant façonné la réalité que nous connaissons. Mais ceux qui restent critiques ne soulignent pas seulement les abus des autorités américaines et leurs innombrables pillages lors des guerres que l'attaque ou l'auto-attaque a justifié. Il y a aussi eu d'autres affaires louches issues de cette tragédie. La manne continue l'histoire. En plus de laisser derrière lui une traînée de morts et de destruction physique, le 11 septembre a aussi entraîné une vague de profits financiers qui pour beaucoup semblait trop précis pour n'être que de simples coïncidences. Depuis l'effondrement du complexe du World Trade Center jusqu'à sa reconstruction ultérieure, divers secteurs économiques en ont bénéficié directement ou indirectement, renforçant les soupçons des partisans de la théorie de l'attentat sous faux drapeau. Le World Trade Center était d'abord assuré contre les attentats majeurs pour des milliards de dollars. Larry Silverstein, qui avait acquis la concession du complexe à peine 6 semaines avant les attaques, a finalement reçu plus de 4,5 milliards de dollars d'indemnités des compagnies d'assurance, après un long litige. Ce montant se répartit entre les paiements pour les bâtiments détruits et pour les contrats de location non respectés. Pour les sceptiques, il est difficile d'ignorer que la tragédie ait coïncidé avec un si grand bénéfice économique pour un seul propriétaire. Le marché de la reconstruction de New York a été un autre point d'intérêt. La démolition des bâtiments et le nettoyage du terrain nécessitaient des contrats gigantesques pour des entreprises d'ingénierie, de construction et de gestion des déchets. Alors que le projet du nouveau One World Trade Center, la construction du mémorial du 11 septembre et la rénovation du quartier financier ont assuré des revenus de plusieurs millions pendant des décennies. Pour les partisans des théories du faux drapeau, tout cela forme un schéma. La tragédie a généré des opportunités économiques qui n'auraient pas existé autrement, profitant à des acteurs privés ainsi qu'au gouvernement lui-même en termes d'investissement stratégique. Après la perte des tours jumelles, un mouvement non officiel est apparu pour tenter de faire revivre ces symboles de New York. Sous le nom de The Twin Towers Alliance, cette initiative a réussi à recueillir plus de 7000 signatures de citoyens soutenant la reconstruction des bâtiments emblématiques. Donald Trump figurait parmi les visionnaires ayant proposé les tours World Trade Center Phoenix, une référence claire à l'idée que les tours jumelles renaissent de leurs cendres. La conception de ces nouvelles jumelles visait à conserver la silhouette caractéristique des originales, mais avec une hauteur supérieure, des mesures de sécurité renforcées et des fenêtres plus larges, cherchant un équilibre entre hommage et modernité. Malgré l'enthousiasme initial, ces idées n'ont pas abouti. En 2003, la corporation de développement du Bas Manhattan a lancé un concours pour décider du sort du site. La première phase, appelée concept de design préliminaire, a été largement rejetée par le public, ce qui a conduit à un second concours plus ouvert en décembre 2002. À cette occasion, le projet de Daniel Libeskind a finalement été sélectionné, ouvrant la voie à la reconstruction. Le projet a abouti à la construction du One World Trade Center, initialement appelé Tour de la Liberté. Ce gratte-ciel n'est pas seulement devenu le plus haut de l'hémisphère occidental, mais en août 2022, il figurait également comme le 7e plus haut du monde. Cependant, le design choisi a suscité des polémiques. L'ancien gouverneur de New York, George Pataki, a été accusé d'avoir influencé le processus pour favoriser un ami proche. Cela a suscité des critiques concernant la transparence du concours et une possible manipulation politique. La base de la tour, fortifiée et renforcée avec des mesures de sécurité strictes, a également suscité le débat. Pour certains critiques, dont Derwad Murdoch du National Review, la solidité et l'austérité de la structure évoquaient plus la peur que la liberté. Cela leur a valu le surnom ironique de Tour de la Peur, contrastant avec l'espoir véhiculé par son nom d'origine. En mai 2011, un scandale a éclaté après la publication d'informations sur le site du département financier de New York. Des plans détaillés des étages de la tour,
Les citoyens des zones environnantes ont exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation possible de ces informations pour de futures attaques terroristes. Ray Kelly, nouveau chef du département de police de New York, a déclaré que le One World Trade Center était la principale cible terroriste du pays, renforçant ainsi l'alerte. En soulignant que malgré son symbolisme et sa modernité, la tour restait un objet vulnérable et un rappel des risques qui planaient encore sur la ville. La découverte la plus récente et la plus significative concernant les tours jumelles est l'identification de 3 victimes des attentats du 11 septembre 2001, annoncés en août 2025. Grâce aux avancées dans la technologie de séquençage de l'acide désoxyribonucléique, les autorités ont pu identifier les restes de Ryan Fitzgerald, Barbara Keating et d'une 3e personne dont le nom reste confidentiel. Ces avancées permettent d'apporter une forme de clôture aux familles, même s'il reste encore près de 1100 victimes non identifiées à la zone 0. La présence des États-Unis en Afghanistan a duré 19 ans, 10 mois et 23 jours. Elle s'est terminée le 30 août 2021. Les talibans sont vite revenus au pouvoir, mais c'est une autre histoire. Entre-temps, il y a eu des controverses concernant leur volet aux banques centrales et le nombre de victimes. Des hommes, femmes et enfants tués et dépossédés. Des soldats des 2 camps ont servi de chair à canon pour exécuter un plan aussi efficace qu'irresponsable. Les tours jumelles sont-elles alors un tribut que les puissances américaines ont décidé de payer pour pouvoir réaliser leur coup de maître ? Était-ce une attaque qu'ils avaient planifiée eux-mêmes, ou ont-ils simplement laissé l'attaque se produire sans intervenir? Les 2 scénarios sont effrayants. Nous parlons d'un gouvernement qui ment, oui, mais nous parlons aussi d'un gouvernement qui sacrifie la vie de ses citoyens. Qu'en pensez-vous? Attaque auto-infligée ou version officielle crédible? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le 11 septembre est un symbole à double titre qui, en définitive, mène à une seule conclusion. Si elle n'est pas contrôlée, l'ambition humaine laissera le monde dans les ruines les plus douloureuses.